Cette semaine, entretien avec un guerrier, on reçoit notre ami YouTuber Marvin Vega de la chaîne Corps et Esprit Martial. Ça a été une discussion vraiment intéressante sur préparation mentale, préparation physique des athlètes, le jiu-jitsu, les arts martiaux en général. Ça a été vraiment super intéressant. Donc, très bon podcast. Tous ceux qui veulent nous encourager, venez nous soutenir sur Patreon. On a plusieurs avantages exclusifs, des entrevues, des reviews de films, de livres, bref, peu importe. Et aussi l'exclusivité des épisodes plus tôt, surtout qu'en ce moment, on en tourne relativement beaucoup dû au confinement. Donc, vous avez beaucoup d'exclusivité et ça nous aide à créer du meilleur contenu. Et aussi, on a parti la version anglaise. Donc, si jamais vous voulez entendre des gens anglophones ou des choses comme ça, ben on a la chaîne anglaise maintenant, Interview with a Warrior. Et on a 2 pages, donc n'hésitez pas à les liker. Et si vous voulez soutenir gratuitement, partagez, parlez-en. Ça coûte rien et c'est comme ça qu'on va faire grossir la chaîne aussi. Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive. Les combats qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles are never ending, I know. But we will get up and get on with the fight. And we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us, in us. Bienvenue à Entretien avec un guerrier. Cette semaine, on reçoit un collègue créateur de contenu d'arts martiaux de France qui s'appelle Marvin Vega de la chaîne Corps et Esprit Martial. Bonjour Marvin, ça va bien? Bonjour à tous les deux. Merci de me recevoir. Je suis super content d'être là. C'est un honneur d'être parmi vous quand on voit tous les grands qui sont passés par là. Et j'aimerais attaquer tout de suite en vous disant, si vous n'êtes pas abonné, parce que je pense que vu le nombre de personnes qui naviguent dessus, vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à leur chaîne s'il vous plaît. Ils m'ont rien demandé, mais des contenus comme ça, quoi, il faut qu'ils soient plus connus. Ils méritent des abonnés, ils méritent des vues. Donc prenez l'interview qui vous a plu dans tout ce qu'ils ont fait et partagez-la, quoi, s'il vous plaît. Voilà, on peut commencer. Ouais, super. Merci beaucoup pour cette super info pub. Peux-tu nous situer un peu pour les auditeurs qui te connaissent pas, d'où tu viens, c'est quoi ton parcours, à quel moment les arts martiaux sont arrivés dans ta vie? Moi, les arts martiaux sont arrivés assez tôt. J'ai commencé en fait les arts martiaux de façon informelle avec mon frère. Je pense, je devais avoir 4 ou 5 ans. Les premières fois, il m'a initié aux bases de karaté. Lui faisait le karaté. Il était de 9 ans mon aîné. J'ai dû tenir mon premier sabre. Je devais avoir 7 ans, je pense, 7 ou 8 ans. Voilà, j'ai toujours été passionné. Mais par contre, j'ai commencé tard parce que ma mère voulait pas que j'aille faire du sport. Je suis asthmatique sévère. Et refusait que j'aille faire du sport. Elle avait peur pour moi. Et du coup, mon grand frère m'a inscrit dans son dos, en fait. Elle savait pas que je pratiquais avec lui sur les tatamis. Et pendant plusieurs mois comme ça, et puis au bout d'un moment on s'est fait griller, forcément, ça n'a pas duré bien longtemps. Mais le mal était fait, et puis elle pouvait plus me sortir du dojo, quoi. Donc j'ai commencé, j'avais 13 ans. Je devais avoir 13 ans, voilà. Mais quand même, c'est pas si tardif que ça comparé à moi. Puis c'est une mentalité des fois que l'asthme, le karaté va nuire, mais non, en fait, ça peut développer à battre ton asthme, tu sais. Ah oui, mais ça a même fait tout l'inverse, effectivement. Hein. Moi, je conseille aux asthmatiques de faire du sport avec un professeur bienveillant. Moi, mon enseignant, donc moi, c'était du jujutsu que j'ai pratiqué, Mushin Ryu, qui est une école qui a été montée par Armand Vallée. Et voilà, j'ai eu des enseignants qui étaient très bienveillants, sans être trop conciliants. Voilà, c'est-à-dire que au début je courais, je faisais un tour de tatami, il m'attendait avec ma ventoline, il me laissait prendre, hop, et puis petit à petit il me disait non, tu refais un tour et tu iras chercher ta ventoline au suivant. Voilà, il me poussait tout en faisant attention, j'ai jamais eu de problème sur les tatamis outre mesure. Et puis voilà, mais il faut avoir des enseignants, je pense, qui soient lui il était sensible à ce genre de problème, mais à partir de là, oui, c'est tout bénéfique de faire du sport pour un pratiquant. Donc voilà, moi j'ai pratiqué pour terminer sur mon parcours du coup, donc j'ai pratiqué ça le jiu-jitsu, j'ai pas arrêté, j'ai 30 ans aujourd'hui, j'ai pas arrêté depuis. Dès que j'ai été sur Bordeaux au dojo mère du fondateur, et à côté de ça, je me suis formé donc j'ai commencé dès que je suis arrivé à la faculté, nous en France, je sais pas si vous avez ça au Québec, on a accès en fait à plein de sports pour un prix très peu élevé. Je crois que j'ai dû payer 15 € et puis j'avais accès à judo, jujutsu, il y avait des cours d'aïkido, de boxe thaï, de taekwondo, voilà, donc du coup je passe dans un centre sportif ou à l'école ou c'était où en fait, il y avait le centre sport, un dojo en fait juste à côté attenant à même pas 500 mètres.
Donc du coup, je passais plus de temps presque sur les tatamis que à ma formation de philosophie. Je devais rattraper après le soir, mais ça m'a ouvert certains horizons. Et j'ai pratiqué après en club aussi karaté, aïkido, essentiellement JJB aussi. Voilà, j'ai toujours été ouvert d'esprit en gardant ma base et en sachant à chaque fois pourquoi je vais dans quelle discipline. Et à côté de ça, je me suis formé en tant que préparateur mental et préparateur physique, ce qui est du coup le sujet de corps et esprit martial. Voilà, parce que j'ai trouvé énormément de liens entre tout ça. Et ça m'a énormément passionné et de me poser des questions. On me disait tout le temps, oui, mais la musculation, faut en faire, mais spécifique, mais pas spécifique. Enfin, on entend tout et de rien dans le domaine des arts martiaux. Il y a le mystique, le pas mystique, faut faire que de la muscu. Enfin, donc voilà, j'avais envie de dégrossir et pour moi, le mieux c'était d'aller partir à la base et de comprendre le pourquoi du comment. Et c'est une super présentation. On va retourner un petit peu en arrière. Le Jiu-Jitsu, l'école que tu fréquentes, peux-tu nous en parler un peu? C'est quoi qui la distingue, le fondateur? C'est quoi son historique un peu? Juste nous mettre en contexte. Alors, le fondateur, c'est Armand Vallée, comme je disais. Il a commencé, lui, le Jiu-Jitsu en Allemagne. En Espagne, pardon. Il a commencé donc en Espagne parce qu'il est espagnol. Lorsqu'il est arrivé en France, il a continué. Il a pris le judo. Il a toujours pratiqué en fait en parallèle. Il s'est jamais trop posé de questions, le karaté, etc. Il a été au Krebs. Son frère était également. Il est issu d'un milieu sportif. Son frère est vice-champion du monde pardon de karaté contact. Donc dans les années 70, il était dans l'équipe de Jacques Tapol. Lui n'a pas pris la branche compétitive, ça l'a pas attiré. Donc il a travaillé dans le judo en tant que directeur technique régional. En gros, il passe harmoniser, ils aident techniquement les enseignants, etc. en France. Je sais pas si ça fonctionne pareil au Québec, mais voilà, nous ça fonctionne comme ça. Il y a un directeur technique qui vient, qui peut aider à faire les cours. Et lui, ce qui lui plaisait, c'était le jujutsu traditionnel. Seulement, en France, il trouvait ça limité dans l'approche du judo. Et du coup, il a monté sa propre école. Il s'en est servi en fait en premier lieu pour former les ERIS. C'est l'équivalent du GIGN, mais l'équivalent. Pour faire grossièrement, c'est un groupe d'intervention, mais en milieu pénitentiaire. Quand il y a une émeute ou quelqu'un qui essaye de s'échapper, c'est à eux qu'on fait appel. Et il a formé aussi pas mal de gardes du corps. Donc voilà, il s'est arrêté là-dedans pour vraiment se consacrer au jujutsu à plein temps et il a fait ce choix, mais voilà son passif. Et donc cette école, elle met l'accent sur le travail qu'on appelle le Taninzugeko. 2 partenaires ou plus qui nous attaquent, on doit gérer l'espace. Alors on n'est pas sur les attaques purement simultanées parce que sinon en fait on n'apprend pas à gérer l'espace, à gérer les techniques. Mais vraiment dès qu'une attaque est finie, l'autre nous attaque. C'est-à-dire que si on est encore à genoux parce qu'on a fait notre contrôle, eh bien on se prend une attaque, c'est à nous de réagir de suite. Voilà, on va arriver sur un rythme assez soutenu. Donc on est vraiment, ça c'est 70% de notre travail, c'est préparer ça. Donc on a la préparation technique, on a du kata, mais voilà, notre travail est là-dedans. On va le faire sous stress avec des parcours stress et compagnie. Et après, on va dire qu'on a 30% du travail, ça va être le combat. Donc vraiment, on n'a pas des niveaux de compétiteurs, c'est pas notre but, mais savoir ce que ça fait que de prendre un coup de poing, savoir ce que ça fait que de lutter au sol. Et les combats, il a fait le choix de les diviser. Donc combat pied-point, style kudo, avec le casque à bulles, coude et genoux autorisés. Combat projection debout comme le judo et combat au sol comme le judo également ou comme le JJB. Voilà, il a fait vraiment le choix de les diviser parce que en fait, il a fait le constat que quand il ne divisait pas, les gens allaient là où ils étaient forts. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui était bon en pied-point, il allait refuser d'aller dans les autres. En divisant, il force tout le monde à aller dans chaque étape. Donc, du coup, voilà, il a fait ce choix-là. Il force les gens à quitter leur zone de confort. Donc, si toi t'aimes ça, tu feras pas ça jusqu'à ta 2e dan. Tu vas faire d'autres choses avant. Là. Mais je pense que c'est un avantage parce que souvent, moi j'ai entendu dire, puis je me souviens pas à qui je parlais de ça récemment, il dit, tu sais, en Jiu-Jitsu, t'as beau être ceinture noire, mange un coup de poing, tu tombes mauve. Un autre coup de poing bleu, puis un autre coup de poing parce que ils sont habitués de faire du grappling, mais ils reçoivent pas de coups, nécessairement, tu sais. Donc, ça peut être quelque chose qui se déstabilise. Moi, c'est quelque chose que je disais, quand tu fais du karaté, t'es pas invincible. Mais quand t'es ceinture noire, un coup d'en face, t'as déjà mangé ça. C'est là ton avantage. Et t'as déjà appris à réagir et à contrôler ton stress. Mais on n'est pas des super-héros, là. Tu peux te faire battre pareil, là. Mais on a un petit peu plus
On a un peu plus de chance de notre côté. Je pense que c'est une question de distance en fait. En karaté, on va travailler en distance assez longue. En boxe anglaise, la distance va être plus courte. Et si on prend, moi quand je fais un sparring par exemple ou un entraînement, un comité avec un karatéka, si je prends l'habitude de raccourcir et d'aller en distance courte, il va être dérangé. Alors que si lui il reste en distance longue, je pense qu'on a nos habitudes et comme tu disais, il faut sortir de notre zone de confort. Mais par exemple, pour reprendre le cas du karatéka, effectivement, le karatéka a l'habitude de prendre des coups. Par contre, si tu te fais projeter en tant que karatéka, alors toi, tu vas avoir plus de mal à bien chuter si t'as pas pris. Alors, ça dépend du karaté que tu pratiques. C'est comme ça dépend du grappling. Moi, j'ai vu des écoles de JJB où on travaille le coup de poing pareil. Tu vois, c'est. Mais je suis d'accord avec toi. Ce qu'on n'a pas travaillé, de suite, on est perturbé en ne l'ayant pas travaillé. Et c'est pour ça que je trouve que Armand m'a beaucoup apporté en choisissant de séparer ces trois choses, parce que sinon j'aurais peut-être eu tendance à rester dans certaines pratiques. Mm-hmm. Oh wow! Puis est-ce que c'est quelque chose que vous avez continué par après? À enseigner tous ces styles-là? Oui, alors oui, bien sûr, c'est quelque chose. En fait, cette notion de changer, on est obligé d'y passer parce que notre passage de grade ceinture noire, il y a forcément des techniques sur différents points. Donc tu as le kata style karaté que tu peux retrouver, on en a deux. Mais tu as également des attaques à deux, en projection, en clé, etc. Donc vraiment technique, présentant un peu style Ippon Kumite du karaté. Et puis après, tu as le combat. Donc on est obligé, c'est-à-dire si on veut présenter des ceintures noires, et le but des gens c'est de progresser dans une discipline, n'importe quelle discipline que tu prennes, les gens ils veulent pas forcément devenir champion du monde, mais si tu fais de l'athlétisme, le but c'est d'être meilleur et de courir plus vite. Tu fais pas juste pour le plaisir de retrouver les gens, où c'est très rare. Le but c'est quand même de s'améliorer, sinon c'est pas gratifiant. Eh bien, le but, c'est de les amener vers là, donc on est obligé de tout pratiquer. Après, on adapte au public qu'on a, si on en a un qui est blessé. C'est la force de cette pluridisciplinarité, c'est que si par exemple on a quelqu'un avec une hernie discale, on va peut-être pouvoir adapter plus facilement que le judo où il va être plus limité plus rapidement. Voilà. Ah, mais c'est super. Manu, tu vas me reprendre si je me trompe, mais ça ressemble un peu à nous aussi, qu'on a plusieurs choses, qu'on quitte notre zone de confort, puis que on est allé chercher un petit peu, tu sais, comme nous aussi, le karaté, t'es pas supposé aller tant au sol, puis nous, on y va un petit peu puisqu'on a mélangé. Donc, je trouve que ça ressemble un peu à... Nous aussi, on oblige beaucoup nos élèves à quitter leur zone de confort. Exemple, du combat, t'es pas obligé d'en faire, mais il faut que t'en aies fait avant la ceinture noire, tu sais, tu comprends ce que je veux dire, Manu? C'est pas tout le monde qui tripe sur le point de t'es pas obligé d'en faire d'un point de vue non, c'est compétitif. Ça, exact, là, ouais. mais faut que tu saches en faire pareil, tu sais. Fait que c'est vraiment, on dirait que c'est une des premières fois que je vois quelqu'un qui nous ressemble autant out-ci. Non, mais c'est intéressant. Ouais, moi, j'allais dire, j'aime beaucoup l'approche de prévoir l'affrontement à plusieurs. Parce que veut pas, oui, du 1 contre 1, ça risque plus de t'arriver, mais ça dans le contexte où lui a créé son art martial, ton professeur, dans un contexte d'émeute puis de potentiel, tu sais, avec plusieurs adversaires de trucs, je trouve ça intéressant qu'il ait développé un aspect d'affrontement à plusieurs. Ouais, ça, c'est distinctif. Mais Jérémy a raison. Je pense que, en tout cas, de chez nous, dans le Kenpo, on a des techniques avec des projections. On apprend dès très jeune à nos élèves à chuter parce que c'est fondamental. Si t'es pas capable de tomber adéquatement, tu seras pas capable de te relever, donc le combat est terminé. Surtout si tu te fais mal sur les tatamis, bonne chance sur l'asphalte. Sur l'asphalte. Et encore, l'asphalte, c'est pas le plus dangereux. C'est quand là, moi, ce matin, je suis parti courir dans de la gadoue, je suis tombé sur de la rocaille. Heureusement que j'ai bien chuté, je vais dire, j'ai eu de la chance. Après, on n'est pas à l'abri d'un bobo, mais voilà, ouais, c'est vrai que... par contre, je me permets de te reprendre, Manu. Il n'a pas créé un art martial, il a créé une école. Il est là-dessus, je suis désolé, mais c'est vraiment, c'est quelque chose auquel il tient. Il n'a rien inventé, il a juste mis sa méthode dessus. Voilà, donc. Il a adapté. Voilà, lui, il est très reconnaissant. Souvent, on a l'impression que les gens qui montent leur école sont pas reconnaissants. Il est empli de reconnaissance envers tous ceux avec lesquels il a pratiqué. Voilà, il a monté sa méthode, quelque chose qui lui correspond. Et voilà, mais il n'a rien inventé, quoi. Ben, moi, je veux savoir, et vous, Marvin, est-ce que vous avez déjà touché à la compétition? Est-ce que vous en avez déjà pratiqué pendant une couple d'années et arrêté plus tard, ou c'est quelque chose qui vous a jamais attiré? Alors, tu peux me tutoyer, il n'y a pas... Ok, désolé. Du coup, nous, on a
un tournoi, c'est même pas une compétition par an en règle générale. Bon, cette année avec le Covid, mais qui se passe en règle générale, c'est en Newaza, donc on combat au sol. Donc forcément, bah là, j'y vais, mais c'est juste, on est une petite fédération. Je pense quand la fédération a peu d'adhérents, on doit être à 200. Quand il y en a beaucoup, on doit être à 500. Je pense pas qu'on ait dépassé les 500. Voilà, donc on se connaît tous. Donc c'est juste un gros entraînement avec les copains. Par contre, à chaque fois, ces compétitions sont ouvertes. Il y a des gens qui viennent du JB, il y a des gens qui viennent du judo, voilà. Moi, sinon, j'ai jamais eu l'âme d'un compétiteur. Ça veut pas dire que j'aime pas me mettre la guerre sur les tatamis. Quand j'y suis et qu'on décide qu'on fait un randori où on se met au maximum, on se met au maximum. Je lui ferai pas d'ouverture. C'est pas un combat souple, un Yakusoku Geko où je vais lui laisser des opportunités, etc. Je serai sans pitié. Mais j'ai jamais eu l'âme d'un compétiteur. C'est pas quelque chose que j'ai eu besoin pour avancer. Voilà, c'est pas quelque chose. Je respecte les gens. Attention, hein, sinon je serais pas préparateur mental et préparateur physique. Je respecte les gens qui font de la compétition. J'ai énormément de respect pour eux. C'est juste que moi, c'est pas ce qui m'a fait vibrer. Ah, c'est bien correct. C'est ça. L'autre jour, on en parlait, puis tu sais, autant en tant que professeur qu'en tant qu'élève, tu sais, si t'as un élève qui fait pas de compétition, mais que tu le vois évoluer avec les valeurs des arts martiaux dans sa vie, ben t'es autant fier qu'un élève qui fait de la compétition. Là, tu sais, ça n'a pas nécessairement rapport. C'est juste qu'il y en a qui aiment ça pousser là-dedans. Tu sais. C'est ça. Moi, je pense pas que ça change. Effectivement, c'est pas tout le monde que ça va motiver Même qu'au contraire, il y en a que ça peut démotiver. Ouais. Découragé. Pourquoi je me battrais? Moi, je fais ça récréativement pour m'améliorer, prendre confiance en moi. Fait que, tu sais, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise ligne, là, je pense. En France, il y a une étude qui a été faite sur le judo, et je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a 90% des gens qui sont pas attirés par la compétition. Dans les gens qui pratiquent. Ah, ouais. Les compétiteurs, il y en a beaucoup jeunes qui sont attirés parce qu'ils rêvent. Et puis, il faut pas oublier que c'est beaucoup d'appelés pour peu d'élus, et puis on s'en rend de plus en plus compte, et les gens sont là pour autre chose, le lien social, l'évolution, les valeurs, voilà ce que tu disais tout à l'heure, les valeurs. Je lis en ce moment un livre de préparation mentale de Hubert Ripoll et qui disait c'est Leferme, j'ai mangé son prénom, Loïc Leferme, qui faisait de la plongée en apnée, qui disait moi je veux pas qu'on se souvienne de mes records, si on se souvient de mes valeurs, là j'aurais apporté quelque chose. Voilà, c'est ça. Je pense que tous les champions ils ont pas vu les records, ils ont pas. Bien sûr qu'ils avaient pour objectif, mais ils ont autre chose derrière, sinon ils avancent pas, quoi. Et moi, tous les champions que j'ai pu approcher aujourd'hui, c'est la même chose que ceux qui pratiquent du traditionnel, parce que je mets des guillemets, parce que traditionnel, ça, on peut tout mettre dedans. Mais les gens qui aujourd'hui, les champions que j'ai pu approcher ont les mêmes valeurs et ont les mêmes messages finalement. C'est plutôt les gens qui débutent qui ont une autre vision, parce que on voit pas la même chose, c'est pas la même partie de l'iceberg qui est visible, mais le travail de fond est le même. Dans ton travail, de préparateur, est-ce que tu as accompagné des gens qui se sont rendus à des hauts niveaux sportifs? C'est quoi un peu ton travail? Alors, au niveau de préparateur physique, j'ai un diplôme qui est valable chez vous, mais pas chez moi. Ça, c'est bon. Voilà, qui est fait par en préparateur physique, qui est fait par des pontes, je sais pas si vous êtes intéressé par la prépa physique, mais Didier Race, des choses comme ça, donc des gens qui sont très très pointus. Mais bon, c'est un diplôme qui n'est pas valable en France, pas de souci pour moi. Donc je n'accompagne pas les gens à proprement parler sur la prépa physique en tant que préparateur, je peux les aider et conseils, mais ça j'ai pas encore fait. Je suis en apprentissage. Par contre, en préparateur mental, oui, voilà, j'ai accompagné par exemple Maxime Villefort qui a été en championnat de France. En karaté? Là, j'accompagne un autre. Non, en judo, okay. En judo. Cool. Voilà. Donc bon, c'était la 3e div pour l'instant, mais ils visent là une division au-dessus. Et j'en ai d'autres que j'accompagne qui veulent pas que je donne leur nom tout de suite. Voilà, ils veulent garder ça sous la pédale. Moi, alors la préparation mentale, c'est ce qui aujourd'hui, c'est là où je suis le plus performant parce que j'en ai fait le plus, et c'est là où je me suis passionné le plus tôt. Et c'est quelque chose de vraiment spécial d'accompagner quelqu'un en préparation mentale. J'en accompagne par exemple sur des personnes qui font pas du tout dans les arts martiaux, qui font dans d'autres domaines comme le street workout. Okay. Et en fait, c'est quelque chose. Alors déjà la préparation mentale pour moi est vraiment ancrée dans les arts martiaux. Les éléments de préparation mentale sont vraiment ancrés dans les arts martiaux. Je crois que j'en parlais dans le podcast qu'on a fait la dernière fois ensemble, Manuel. Ouais. Parce que de base, les arts martiaux, on se prépare à affronter la mort.
enfin dans l'idée. Et ça, Et on a gardé cette éthique-là dans les arts martiaux japonais. Donc la routine, etc. sont des outils qu'on a toujours utilisés. Et je pense que moi, mon travail, c'est de retranscrire cette idée-là et de leur faire comprendre et de leur faire utiliser ces mêmes outils pour performer, pour éviter les contre-performances. Le travail d'un préparateur mental, je dis tout le temps, c'est utiliser 100% des capacités qu'on a ce jour-là. Ce jour-là, vous êtes malade, vous n'êtes pas en forme, je sais pas ce que vous avez eu une mauvaise nouvelle et vous êtes à 70% de vos capacités, très bien. Ben, on va utiliser ces 70% ce jour-là. Et donc, du coup, c'est vraiment très intime. C'est pas un travail comme la préparation physique qu'on peut faire vraiment de l'extérieur. C'est quelque chose où on doit rentrer dans l'intimité de la personne parce que si elle nous confie pas ses doutes, on peut pas avancer. Et là, moi, je refais encore le rapport avec les arts martiaux parce que l'enseignant qu'on a, il doit nous apprendre à nous défendre à la base. Donc, on lui confie notre vie quand même quelque part. C'est-à-dire qu'on lui dit, traditionnellement, c'était, on allait sur un champ de bataille et notre maître d'armes, que ce soit dans l'armée ou n'importe où, nous donnait les outils pour affronter l'adversaire. Et donc, il y a cette confiance. Et là, c'est là où je fais le pont entre les arts martiaux et les diverses préparations mentales que je peux faire. Et donc voilà, moi après, mon but c'est de les accompagner. Donc je ne suis pas sur la technique. La technique, ils ont leur spécificité. Et par contre, mais mon but c'est quand, par exemple, ils vont stresser avant la compétition, quand ils vont plus être motivés. Alors là, en ce moment avec le Covid, j'en ai quelques-uns qui m'ont contacté. Marvin, zéro motivation. En plus, il fait pas beau. Là, ça dure. On n'a plus de compétition, certains. Ah, là, ça tire. Donc voilà, moi, mon travail va vraiment jouer sur cette question-là. Et à quel pourcentage vous iriez mettre l'importance de la préparation mentale mettons, on va comparer deux athlètes de haut niveau, quelle importance la préparation mentale a à avoir? Tu sais, parce que des fois, on sait que physiquement, les deux athlètes sont égales ou peu importe, puis là, c'est le mental qui va venir décider du résultat. À quel pourcentage vous diriez que tu dirais que c'est important d'être préparé mentalement à la compétition? Je pense que aujourd'hui, alors déjà première chose, il y a des athlètes qui ont la préparation mentale de façon innée. Ça, c'est un truc, j'en suis convaincu, et des gens qui n'ont pas besoin de préparateur mental, et c'est pas du tout un souci pour moi. Voilà, moi j'en ai déjà eu. Est-ce que tu dirais, je m'en allais faire le lien tantôt avec les gens de compétition, que je pense que c'est beaucoup aussi des gens, puis là, je m'inclus là-dedans, là, hyper actifs. Des gens qui ont de la misère à faire du focus. Tu sais, on parle aussi de Georges Saint-Pierre, en tout cas, nous, souvent ici. Puis tu sais, c'est quelqu'un, justement, qui, lui aussi, avait besoin, avec l'intimidation, puis c'est aussi quelqu'un d'extrêmement avec des tocs, puis tout ça, puis que des fois, le sport, puis justement, de faire quelque chose tout le temps de la même manière, ça peut être quelque chose qui t'aide compétitivement, des fois. Ah, mais c'est pas... c'est un fait. C'est un fait. La routine, en fait, plus les choses sont cadrées, moins il y a de place pour le doute, et moins tu tapes dans ta motivation. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que faire une action, si elle n'est pas cadrée, eh bien, ça te prend de la motivation de te mettre en route. Typiquement, je vais faire mes courses. J'ai ma liste de courses, de fait. Eh bien, si je prends... si j'ai pas ma liste, c'est beaucoup plus facile pour moi de prendre des cochonneries à manger que si j'ai ma liste et que je dois pas en sortir. C'est un exemple tout bête. Si j'ai mon sac de sport, je sais que le soir, je rentre, je me change et je prends mon sac de sport dans la voiture et je vais m'entraîner. Voilà, il n'y a pas de doute. Je sais que sonne telle heure, j'y vais. Il n'y a pas de place pour le doute. Donc, déjà, d'un point de vue motivationnel, on enlève un facteur. En plus, vu que c'est ancré au bout d'un certain temps dans les habitudes, eh bien, ça apporte un conditionnement mental. C'est-à-dire que lorsque je vais mettre, par exemple, typiquement aujourd'hui, quand je manque de motivation parce que je suis tout seul à m'entraîner chez moi, je vais faire un truc tout bête, je vais mettre mon kimono ou mon gi. Et en fait, je sais que quand je le mets, je représente, moi ça fait des années que j'enseigne maintenant, et donc je représente quelque chose pour mes élèves. Et donc ça a un poids pour moi ce kimono, pas seulement le tissu, ça a un poids mental. Je le mets et je dois représenter quelque chose. Et donc là, j'ai plus le choix, je dois m'entraîner, motivé ou pas. Parce que c'est une routine qui est ancrée. Quand je mets mon kimono, je dois être exemplaire pour mes élèves. À ce moment-là, c'est pas que l'enseignant doit être parfait, mais ça a un poids pour moi. Et ça a toujours été, même quand j'étais pas enseignant, j'avais le rôle de senpai. Voilà, je devais être exemplaire. Et même quand j'étais débutant, je devais être digne de mon enseignant. Moi, je fais une remise de ceinture blanche à mes élèves et je leur dis, maintenant vous avez votre ceinture blanche et votre kimono, vous devez être digne de mon enseignement. Et du coup, à partir de là, je vois un changement chez mes élèves. Parce que ils doivent se montrer dignes. Et quand ils font des bêtises, je leur dis, nous on a le signe de l'école brodé ici, je fais, il y a écrit quoi là? Tu crois que tu respectes les valeurs? Et là, ça les fait travailler. Et donc, petit à petit, quand ils mettent le kimono, il y a un changement d'attitude qui s'opère. Pour les gens hyperactifs, avoir un cadre de façon globale.
c'est ce qu'il faut. Faut pas. Moi, je suis enseignant à côté en lycée professionnel et j'ai des élèves qui sont atteints de TDAH. Enfin, atteints, c'est un mot qui est mal choisi, excusez-moi, mais qui ont un TDAH. Ouais. Et de ce fait, encore plus pour eux, je cadre mes cours. Je rentre, je reste debout, je dis bonjour, je m'assois, je sors mes affaires. Mais du coup, après, les jeunes, il n'y a plus de doute, ils savent ce qu'ils doivent faire dans le cours. Et quand on enlève un poids, après, ça devient une habitude. Alors, au début, c'est contraignant, mais on continue. J'avais un professeur de karaté qui disait, on commence toujours par volonté, mais on continue par habitude. Non, mais c'est super intéressant ce que tu dis, puis il y a deux choses qui me venaient en tête quand tu parlais. Premièrement, le meilleur exemple du fait que l'idée d'avoir une routine puis un genre de protocole va te garder motivé, c'est on a tous en tête des gens qui font « Ah oui, mais moi, les arts martiaux, c'est pas pour moi, je préfère aller au gym. » Là, ils s'inscrivent au gym après les fêtes. Et puis, ça dure un mois, puis après, ils arrêtent. Pour la simple et bonne raison que, à moins que tu te payes un entraîneur personnel qui va être là à chaque fois, qui va superviser ton entraînement et qui te met une genre de pression morale de si t'es pas là la semaine d'après, je vais te le dire que t'as manqué un entraînement, ben on perd la motivation. Puis une des choses qui garde les gens motivés au niveau des arts martiaux, c'est nous. C'est le professeur, c'est le fait de « Hey, t'étais pas là la semaine dernière? Qu'est-ce qui s'est passé? » Ah ouais, puis là, ils sont obligés de se justifier. Veux pas, ça crée un fait que tu fais comment aujourd'hui ça me tente pas, ah mais là ouais Senpai va me chicaner ou Sensei va me chicaner, je vais faire un effort, puis au final c'est eux qui sont gagnants. La chose aussi qu'on a peut-être sauté, c'était des athlètes de haut niveau. À combien vous évaluez que la préparation mentale est importante à eux? Parce que j'avais parti dans d'autres choses, c'est ma faute. Non, pardon, c'est moi qui suis parti un peu loin. Je savais bien que j'oubliais quelque chose, mais j'arrivais plus à me rappeler quoi. Donc, alors la préparation mentale, c'est marrant, je reprends encore le livre que je lisais, hein, le mental des champions. Lire, ce livre-là. Il y a un champion du monde, alors je sais plus bah, je l'ai juste là, hop, je vous le montre, j'en fais un peu de allez-y, c'est sympa. Voilà, le mental des champions, là, ici. Et voilà. Voilà, le mental des champions. Super. De Hubert Ripoll. Et il y a une citation, alors je vais pas la retrouver comme ça, mais il y a un champion qui disait quelque chose du type en gros, j'ai eu autant des champions qui étaient enfin des personnes qui étaient aussi fortes que moi techniquement ou physiquement, il y en avait des wagons, même des meilleurs. Ce qui a fait la différence, c'est le mental, et je pense qu'à haut niveau, c'est là que ça se joue. C'est-à-dire que le mental dépasse la technique. Techniquement, à un moment, ils atteignent tous leur sommet, ils ont leur pic de performance, physiquement et techniquement. Par contre, mentalement, le pic de performance est très très long à arriver. Je vais reprendre un exemple que je prends souvent, mais qui pour moi est très parlant. Les soldats, pendant la Première Guerre mondiale, il leur fallait 3 charges avant de tirer vers l'adversaire, vers l'ennemi. Ils tiraient en l'air avant. Ils avaient peur de tirer vers l'ennemi. Psychologiquement, ils n'étaient pas prêts. Voilà. Donc, c'est se dire à quel point le mental prend un temps à s'adapter, parce que c'est les soldats qu'on a pris très rapidement, qu'on a formés très rapidement. Et en plus de ça, c'est quelque chose qui peut progresser vraiment, enfin, le cerveau, on le connaît mal, mais il peut progresser longtemps. Je veux dire que... et à partir du moment... Alors, il y a des croyances limitantes sur le physique, etc. Mais à partir du moment où le mental lâche en combat, surtout en combat, où c'est vraiment un affrontement de deux mentales et ça se voit... à partir du moment où le mental lâche, c'est très difficile de revenir. C'est très difficile de laisser l'opportunité revenir. Voilà, ouais, c'est vrai que c'est Pascal Gentil qui en parlait et qui disait... Pascal Gentil en taekwondo, je pense que vous voyez, hein, qui a été champion du monde à Sydney. Je crois que c'est à Sydney, il a pris un KO, enfin un quasi KO. Il est resté debout et en fait, il a fait tout son tournoi de championnat du monde en étant quasi inconscient. Il ne se souvenait de rien. Donc il a fait, je crois, 4 ou 5 combats et il dit, je me souviens de rien. Et quand je revois ces vidéos, c'est les vidéos où j'ai le mieux combattu. Il était sur le il a laissé que le mental, l'envie de gagner, et la technique a pu jaillir. En gros, technique et physiquement, ça s'est laissé aller. Mais tu vois, ce que tu dis, ça me fait penser quelque chose qu'on entend souvent au niveau des athlètes professionnels ou des athlètes olympiques, les athlètes de haut niveau, c'est souvent l'athlète, je mets des gros guillemets, là, travaillant, va avoir plus de succès que l'athlète qui était un talent inné. Mais en fait, ça, c'est dans tout, hein. Même chez les artistes, même dans n'importe quoi, en fait, je pense. Le travail compte plus que le talent. Parce que, tu sais,
comme tu dis, le mental, c'est le travail aussi, c'est la préparation, donc le fait que tu t'es entraîné et que tu as travaillé plus fort que celui qui fait qui a un talent inné très jeune, ben fait que potentiellement tu risques de le dépasser parce que le jour que tu es arrivé à des défis, discipline. toi tu es habitué à les Exact. Ouais. Toi, tomber, ça te dérange pas, tandis que celui qui est un talent inné, il gagne toujours ses premiers tournois. Il fait « Ah, je suis bon, je gagne les médailles d'or. » Là, il doit monter de niveau éventuellement. Oups! Rencontre un nœud parce que là, il se retrouve à être, exemple, le plus jeune de sa catégorie. Puis là, il affronte des gens qui ont 2-3 ans d'expérience de plus que lui, puis il fait « Ah... » Même, Marvin, toi, est-ce que tu dirais que c'est encore mieux pour quelqu'un de tomber que jamais tomber? Tu sais, des fois, il y a des parents qui veulent jamais que leur enfant perde ou fail, ou que, non, faut vraiment que ça soit parfait, puis tu sais, dans une genre de bulle de ça, est-ce que toi, selon toi, c'est correct, ou non, au contraire, il faut que des fois, il perde, faut que des fois, il tombe, puis tout ça. C'est quoi ta vue là-dessus? Alors, je vais rebondir sur les deux choses que vous avez pu dire. La première chose qui était de savoir donc du coup si le travailleur a plus de talent que l'inné, enfin a plus de chances de réussir que l'inné. Je pense que arriver à un très haut niveau, il faut quand même avoir des si on ne prend pas de dopage, hein, il faut avoir une génétique qui est quand même relativement bonne. Mais un acharné peut quand même avoir des chances, mais ça aide vraiment d'avoir des génétiques bonnes. Mais par contre, et là je suis d'accord avec toi Manuel, la personne qui a souvent une bonne génétique, de bonnes capacités physiques de base, n'a pas connu l'échec et le vit très mal. Et s'il n'a pas appris la gestion de l'échec, alors il y a des chances qu'il baisse les bras. Et alors je rebondis sur ce que tu disais Jérémy, pour moi un grand champion ne peut pas réussir s'il n'a pas eu d'échec. Pourquoi ? Parce que en fait tout le monde a des échecs, même celui. Moi j'ai rencontré pas mal de gens aujourd'hui, j'ai la chance avec Corps Esprit Martial etc. d'avoir rencontré plein de gens. Tous les grands champions ont un point en commun, ils ne sont jamais contents, mais jamais. C'est-à-dire que même le mec qui va avoir gagné son championnat du monde, qui va pas avoir été touché, il va pas être content parce qu'à un moment donné, ses déplacements n'étaient pas bons et donc il va savoir dire où sont les échecs. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on confond deux types d'objectifs, les objectifs de fin et les objectifs de moyen. Je m'explique. Les objectifs de fin, gagner ma compétition. Donc ça, il est validé ou invalidé. J'ai réussi ou j'ai perdu. Voilà, c'est aussi simple que ça. Un champion, il ne s'évalue pas là-dessus, pas totalement. Il utilise énormément les objectifs de moyen. Par exemple, dans cette compétition, je vais mieux gérer la distance. Dans cette compétition, il faut que j'arrive à utiliser les attaques hautes ou basses. Ou voilà, je prends des exemples basiques. Et là-dessus, sur ces objectifs-là, mieux gérer la distance, par exemple, ou mieux utiliser les attaques basses, on peut toujours s'améliorer. Donc, il y aura toujours moyen de pas être content. Et c'est là-dessus que les champions, ils sont intransigeants. Moi, ceux que j'ai rencontrés, effectivement, ils sont confiants. Beaucoup ont un ego très fort parce que pour arriver aussi haut, affronter, c'est quand même des choses. C'est un mode de vie qui est spécial, faut avoir envie. Mais dans tous les cas, ils sont des travailleurs acharnés et ils voient plus souvent leurs défauts que leurs qualités. Et quand on leur dit t'as telle qualité, telle qualité, telle qualité, ils font ah oui, c'est vrai. Mais j'ai aussi ces défauts. Toi, Jérémy, as-tu des défauts? Ouais. Toi qui es un champion. Je mange pas bien. J'ai zéro une bonne alimentation. Ah. C'est mon pire défaut. Quand je le dis à mes élèves, je me sens mal parce que c'est la seule chose. Moi, j'ai walk it like you talk it, tu sais, mais c'est une des seules choses que j'ai vraiment de la misère. Parce que pratiquer des choses comme ça, moi, j'ai un déficit d'attention puis trop d'énergie, fait que ça, c'est pas un problème. Mais c'est plus le contour, ce qu'il y a autour du karaté que j'ai de la misère. J'ai T'as couché tôt? Ouais, je suis Batman. Je vis la nuit, man. Fait que, tu sais, des fois, c'est compliqué un peu tout ça, mais non. Ben oui, j'ai des défauts comme tout le monde, là, sinon, là, je pense. Là. Mais, c'est ça. Toi? Ah, ben oui. Oh, oui, mais moi, je suis pas un athlète de haut niveau comme toi. C'est pour ça que je te pointais. Moi, j'ai arrêté ça. C'est toi le champion avec les médailles, là. Moi, je voulais recommencer cette année, mais il y a eu le COVID, malheureusement. Ouais, c'est ça. Sinon, l'année prochaine. Sinon, Marvin, tu l'as évoqué rapidement. T'enseignes aussi? T'enseignes quoi au lycée? Alors moi, j'ai voulu enseigner la première fois, je devais avoir 3 ou 4 ans. Je disais, je veux être maître d'école. En fait, quand mon petit frère est venu, de suite, j'ai compris que j'aimais transmettre.
Voilà, quand j'ai un petit frère qui a 3 ans et demi moins que moi, et de suite, je me suis dit, ça a éveillé chez moi quoi une vocation. Donc j'avais 3 ou 4 ans, quand on me disait tu veux faire quoi, je disais maître d'école. Voilà, donc voilà. Aujourd'hui, j'enseigne en lycée professionnel. J'ai fait le choix du lycée pro pour de nombreuses raisons. Moi, j'ai un diplôme de philosophie, et en lycée professionnel, ils n'ont pas de cours de philosophie à proprement parler chez nous. Et donc voilà, j'avais vraiment envie de leur apporter à travers le français cette réflexion, cette construction de l'argumentation, etc. Donc voilà, j'enseigne le français et l'histoire géo en lycée professionnel. Et ça m'est venu, donc voilà, tout petit. Et comment tu réussis à combiner ça à l'enseignement? Là, t'enseignes en lycée, tu gères une chaîne, t'enseignes le jiu-jitsu. Comment tu réussis à combiner tout ça, puis à réussir à être efficace dans tout, là, parce que c'est beaucoup, là? Alors efficace, je sais pas. J'ai des routines. On en revient sur la préparation mentale en fait. J'ai des routines. Le matin, je me lève. Bon, là en ce moment avec le Covid, j'avoue que j'ai perdu un peu certains rythmes, comme tout le monde, mais j'en garde quand même. Donc voilà, j'ai ma base le matin, je me lève. Donc j'ai mon moment pour moi où je prends mon café. Souvent, je fais ma méditation. Après, j'en profite. Lecture. Forcément lecture constructive, donc apport de savoir. Là en ce moment c'est ce livre sur la préparation mentale, avec prise de notes, toujours. C'est ce que je disais à un abonné il y a pas longtemps qui me contactait. J'ai plus de 90 pages de citations maintenant à replacer dans les articles, parce que je prends toujours des notes pour que ce soit constructif. Et donc du coup en fait je me dégage des temps comme ça pour moi. Alors je suis pas Miracle Morning, on appelle ça comme on veut. Il y en a qui disent c'est le matin. Après il y a le soir, et je prends en fait. Pour moi, c'est pas du travail. Quoi que je fasse dans ma vie aujourd'hui, ce n'est pas du travail. Si, la paperasse pour le lycée, ça, c'est pas le truc que j'aime faire. Mais sinon, tout ce qui est enseignement, je ne vais pas au travail. Je vais m'amuser, quoi. Moi, le contact avec mes élèves au lycée, c'est que du bonheur. Et quand là, je peux pas les voir, c'est horrible. Le contact avec les élèves au jiu-jitsu, c'est que du bonheur. La chaîne, c'est du bonheur, quoi. Je fais ça par plaisir. Donc, finalement, et ce que j'apprends, je l'apprends parce que j'en ai envie. Donc je le fais le matin parce que moi c'est là où je suis le plus dispo. Ça n'empêche pas de le faire des fois à d'autres moments, mais j'aime bien le faire le matin. Mais voilà, j'ai un cadre et j'ai un planning. Donc voilà. Après, ce qui m'aide à tenir, par exemple, c'est d'avoir des engagements aussi. Moi, je marche comme ça, donc des engagements envers moi-même. Mais le fait de savoir que là, je vais écrire pour tel magazine, il faut que ce soit fait. Le fait de savoir que, par exemple, tous nos articles sur le blog sont relus. Et donc que je dois l'envoyer une semaine à l'avance pour qu'il soit relu, pour qu'il soit revenu, pour que je puisse le mettre en page, etc. Comme j'ai des contraintes externes, ça me motive encore plus. Ça me permet de rebondir tout à l'heure ce que tu disais, le coach et la motivation. En fait, on a 3 types de motivation. Il y a un très bon livre qui en parle pour le sport, c'est L'autodiscipline est dans le sport de Martin Smido. En gros, on a 3 types de motivation. On a la motivation extrinsèque, donc qui est je veux le faire pour devenir champion, je veux le faire pour avoir un bon corps. Cette motivation-là, elle ne tiendra pas longtemps. S'il n'y a pas quelqu'un qui nous la rabâche tout le temps, elle ne tiendra pas longtemps. Il y a la motivation intrinsèque. On le fait parce qu'on aime ce qu'on fait. Voilà. Je vais aller, tu parlais tout à l'heure d'aller au gym pour perdre du poids, je vais y aller si j'aime ce que je fais là-bas. C'est-à-dire que si j'aime aller faire de la muscu, effectivement, je vais continuer, il y aura pas de souci. J'ai pas besoin d'avoir un coach derrière moi. Mais voilà, faut que j'aime ce que je fais. Tu vois. Et le dernier, c'est le prosocial. Et le prosocial, c'est l'engagement envers les autres. C'est par exemple, si on n'aime pas aller courir, moi ce que j'aime dire aux gens, c'est ils me disent moi j'ai envie d'aller courir mais j'aime pas ça et je me lasse. Je dis prends un engagement avec quelqu'un. Et tu voudras pas être le premier à abandonner. Et tu verras que du coup, l'autre il va te dire rendez-vous à 6h, toi t'auras pas envie, lui il aura pas envie, mais comme vous êtes donné rendez-vous, vous y êtes tous les deux à 6h. C'est l'aspect que je disais tantôt, le fait de je veux pas décevoir mon professeur en étant absent du cours, donc je vais aller au cours. Exactement. C'est ça. Ouais, je pense que ça joue pour beaucoup. Il y a aussi le fait de je vais aller au dojo parce que je veux voir mes collègues, je veux pratiquer avec eux versus pratiquer puis tout seul à la les maison. personnes qui font ça, mettons, pour l'argent, tout ça, tu rentrerais ça dans la première catégorie? Dans les gens qui font ça. Les professionnels, qui le font pour... Non, mais il y en a pour qui c'est pas de l'art, là. Il y en a pour qui c'est une shop 9 à 5, puis tu sais, ils ont le droit, là, mais c'est ça. C'est rare, je pense, que quelqu'un à haut niveau pense comme ça dans les arts martiaux, mais il y en a quand même.
Je pense, je vais être honnête, que ceux qui font ça pour l'argent ne durent pas. Aujourd'hui, je pense que voilà. Ou alors leur raison est ailleurs. C'est-à-dire que nous, on ne l'imagine pas. C'est-à-dire que je vais prendre un exemple abstrait parce que là, j'ai pas en tête quelqu'un qui réussirait, mais quelqu'un qui fait de l'argent, qui n'aime pas les arts martiaux, d'accord, mais qui fait beaucoup d'argent avec ça. La question à se poser réellement, personne ne peut, à mon sens aujourd'hui, réussir à quelque chose sans avoir ses valeurs au clair avec lui-même. Ça, c'est une des premières choses que je fais avec les athlètes. Je les aide à définir leurs valeurs. C'est vraiment quelque chose d'hyper important. Parce que même si tu réussis puis tu respectes pas tes valeurs, tu vas avoir un sentiment d'avoir échoué à la fin. Tu vas abandonner. Tu vas t'écrouler. Après, du coup, c'est là où on peut avoir des burn-out ou des abandons d'athlètes ou des choses comme ça. Eh bien, quelqu'un qui, par exemple, fait donc des arts martiaux de façon peu éthique, etc., et quelles sont ses valeurs? Et si sa valeur à lui, par exemple, c'est dominer les autres, se sentir avoir une valeur de pouvoir, alors lui, c'est pas des valeurs saines. Je dis pas le contraire. Mais par contre, il est en plein dedans. Donc, du coup, lui, il a utilisé un outil qui est l'art martial. Les arts martiaux ne sont pas une fin en soi. Ce sont les valeurs qui sont une fin en soi pour moi. Et les arts martiaux sont un très bon moyen de véhiculer ces valeurs. Mais en aucun cas, les arts martiaux, ce sont des outils. Alors, dans le cadre de l'apprentissage martial, c'est un outil pour apprendre. Les techniques sont des outils pour apprendre des principes que sont la gestion de la distance, la gestion de l'agressivité, la gestion de la vitesse, etc. L'équilibre. Enfin voilà, ça permet de travailler tous ces principes et on les retrouve dans tous les arts martiaux à mon sens. Par contre, les valeurs qui sont véhiculées, ça dépend de chaque enseignant. Et c'est pour ça que, pour moi, chaque école est très vite, c'est rare les écoles qui dépassent leurs fondateurs, à proprement parler. On voit très bien le cas avec Jigoro Kano, où son école lui a échappé, où en 1930, je crois que c'est 1934 ou 33, il disait la compétition, la façon dont elle était développée au Kodokan, ça ne lui plaisait pas. Pour lui, Jigoro Kano, le sol n'existait que pour aider les gens à s'échapper. Le but du sol, on apprenait à immobiliser parce que le but était d'apprendre à se relever, et donc à sortir d'une étreinte. Et aujourd'hui, on est dans un sens opposé. Je dis pas que c'est mal ou que c'est bien. Moi, j'adore faire du judo. Je dis juste que ce n'est plus le judo de Jigoro Kano. Et ça, faut en avoir conscience. Et ces valeurs-là, faut se mettre au clair de suite. Et les écoles qui arrivent à perdurer dans le temps sont rares parce que les valeurs se transforment avec une époque. Puis chaque professeur qui va enseigner après le fondateur va y mettre sa sauce, là, forcément. C'est obligé. La personne qui enseigne va enseigner avec son bagage, son vécu, ses expériences. Donc, va transmettre, oui, peut-être les mêmes techniques, mais avec un message différent. Ouais, mais donc, ça n'a pas le choix de se transformer au fil Moi, du j'ai temps. eu cette pensée-là, là, quelques temps, puis je trouve ça triste un peu. Tu sais, que souvent, les écoles sont pas capables de perdurer parce que les gens veulent tout le temps être la star. Tu sais, tu veux tout le temps, ou pas être la star, mais, ou ben non, ça a changé, non, mais je pense que ça serait... C'est un peu comme, faut que ça soit un symbole. Tu sais, l'école, Manu, tu vas comprendre, un symbole ne peut pas être corruptible. Tu sais, tu comprends? Tu gardes le même symbole et en tant que symbole, tu peux pas le changer. Tu sais, parce que le monde, des fois, tu sais, de partir puis faire tes affaires, tu viens de détruire le symbole. Tu sais, essaye de rester en dessous puis de le faire perdurer. Puis oui, tu peux changer d'idée, mais t'es pas obligé de changer de symbole. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, je pense que tu peux juste changer Je comprends. En étant là, pareil. Pas obligé de partir faire tes trucs. C'est Léo Tamaki qui a écrit quelque chose qui était très bien. Faudra que je retrouve le nom de son article, je vous le donnerai. Léo Tamaki de l'Aikido Kishinkai, je pense que vous connaissez, qui a écrit « Je suis l'élève main droite » ou quelque chose comme ça. Et en gros, il disait il y a deux types d'élèves. Il y a l'élève très scolaire qui vient et qui apprend les choses et qui restituera l'école. Et puis il y a ceux qui vont s'en détacher, qui vont apprendre sincèrement, qui vont progresser sincèrement et qui vont se détacher. Et je pense pas que ce soit une question d'être la vedette, c'est une question d'être, tout simplement. Et à un moment, de s'approprier les choses. Moi, par exemple, d'une des premières choses que Armand Vallée m'a dites quand j'ai commencé à enseigner, je lui ai dit, oh, tu sais, alors j'avais fait un cauchemar, j'ai dit, j'ai rêvé que tu venais dans le dojo et puis tu venais voir mon cours et tu me disais qu'il était pas bien et tu m'enlevais mon diplôme d'instructeur. Et là, il me fait, oh, mais t'inquiète pas, je viendrai jamais dans ton dojo. J'ai dit, tu fais ce que tu veux dans ton dojo. Il me l'a dit texto, il m'a dit, tu fais ce que tu veux, je m'en moque. Tant que tu abîmes pas les élèves mais tu enseignes comme tu veux. Tu sais, le verdict, il se passe à la ceinture noire. Tu les as préparés comme il faut ou pas? Voilà. Mais par contre, il me dit, tu sais, tes élèves auront tous tes défauts. Tous. Il me dit, comme toi, t'as mes défauts,
tous tes élèves auront tes défauts parce que t'es leur modèle. Et donc, c'est pour ça que moi, il m'a envoyé dans d'autres écoles pour parfaire certains défauts que j'avais. Pas forcément des défauts à lui, hein, j'ai aussi les miens. En plus, donc je cumule, hein, et puis j'en ai un paquet. Mais du coup, c'est vrai que, voilà, je pense que c'est vouloir garder le symbole. Je suis d'accord avec toi, le symbole est important. Par exemple, karaté Kyokushinkai, karaté, peu importe, ou karaté tout court d'ailleurs. C'est très bien. Et en même temps, c'est un facteur qui dit, vous n'avez pas le droit de mettre votre patte. Et donc, à un moment, dans l'apprentissage japonais, il y a le shuari. Et il est où le ri là-dedans? Tu vois, l'émancipation, le moment où on passe à l'âge adulte. Et elle est là la question. Tu vois, et la question s'est posée par exemple en France, je sais pas s'il a autant brillé chez vous, mais Kaze Sensei, je sais pas si vous voyez, Taiji Kaze, en France, il a été tellement important, même en Europe globalement, qu'il y a le Shotokan Kaze-A qui s'est monté, avec la position Fudodachi, qui est très marquée. Alors, elle existe dans d'autres écoles, mais juste lui, elle est très marquée, il l'utilisait énormément. Et voilà. Et donc, du coup, il a fallu que, en fait, c'est une place qui lui est remise. C'est comme Yokota, j'ai mangé son nom, qui crée pour son école. J'ai mangé son, il est là. Voilà, Kosaku Yokota pour son maître. Je vais pas le retrouver là, le nom pour son maître. J'ai mangé le nom. Il a monté, enfin en gros, il a fait Asahi, maître Asahi, il a fait reconnaître l'école, parce que c'est les élèves à un moment. Léo Tamaki s'est passé de la même façon pour le Kishinkai, c'est les élèves qui demandent l'émancipation et la création de l'école. Donc voilà, je pense que à partir du moment où c'est fait de cette façon saine, c'est-à-dire que à force de pratiquer, on a une façon de pratiquer qui nous est propre, sans manquer de respect, encore une fois. Il n'y a pas de souci. Par contre, il y a le risque que tu disais tout à l'heure, qui est de vouloir s'émanciper pour se montrer. Mais à ce niveau-là, c'est quelqu'un qui n'est pas encore arrivé au stade pour moi du riz, de l'émancipation. C'est quelqu'un qui est encore dans le chou ou le ha et qui cherche sa place. Ça devient là un problème d'ego, c'est pas... c'est pas une démarche. Parce que je pense que c'est possible de garder le même symbole et de changer. C'est Ed Parker qui a dit si le Kenpo évolue avec le temps, il va jamais mourir ou quelque chose comme ça. Parce que tu peux pas rester comme... Là, je vais reculer vraiment. Tu sais, c'est Kyushu, il me disait, tu sais, mais il y avait des autodéfenses avec un chapeau. Tu peux pas garder les mêmes trends que v'là 100 ans. Le monde évolue, puis c'est normal. Mais de là à tout le temps vouloir partir une nouvelle lignée, maintenant, on va tuer ce qu'il y avait de traditionnel, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est de là que on peut garder le même symbole et évoluer à travers ça. C'est qu'il y en a qui sont comme, c'est pas respecté. Non, ça serait pas respecté de le laisser mourir et de le laisser désuet. Tu sais, c'est le respecter, de le rendre à jour et de l'amener à vivre aujourd'hui à travers les âges. Moi, je trouve que c'est ça le vrai respect de l'art. C'est de continuer à le transmettre et de le faire évoluer à travers les âges. Il n'y a pas un mec qui veut avoir de l'air has-been. Tu veux pas que ton karaté ait de l'air has-been, là. T'sais? Mais c'est la même chose, je pense. Non, mais c'est vrai. Ouais, non, mais je comprends l'idée. Après, je pense que là, en fait, c'est un problème d'ego, encore une fois, et d'attachement aux choses. C'est-à-dire que quand on a un ego très fort ou qu'on a besoin de reconnaissance, dire je fais du karaté, de suite, on sait ce qu'il fait et on a une certaine valeur. Donc, du coup, à la fois, c'est rassurant parce qu'on connaît la chose. Et à la fois, ça devient un problème parce que ça veut dire que le karaté pourrait devenir fourre-tout. C'est-à-dire que si chacun le fait évoluer comme il entend, le karaté, c'est là où tu peux avoir le plus de repères de tricheurs, du coup. Tu vois, ou un grand nom comme... Et donc, du coup, à ce niveau-là, si on part comme ça sur l'évolution de chacun, il vaut mieux que chacun crée du karaté à la sauce 2. Parce que, du coup, tu sais que t'es à la sauce 2. Donc, tu peux plus te cacher derrière, je fais du Shotokan. Je fais du Shotokan Kaze-A. Donc, je fais du karaté dans la voie de Maître Kaze. Donc, je sais comment je fais. Mais aujourd'hui, pour moi, le dire je fais du karaté n'a aucun sens. Ce qui a du sens, c'est j'ai étudié avec un tel. Ouais. J'ai étudié avec un tel aujourd'hui. Tout à fait. Ouais. Beaucoup plus que là, mettons, on va dire 50-80 ans quand les arts martiaux arrivaient puis il y avait une lignée ou deux dans un pays. Là aujourd'hui, c'est beaucoup trop diversifié pour dire je fais comme tu dis, du taekwondo traditionnel. Ouf. Bonne chance pour trouver une école de taekwondo traditionnelle aujourd'hui, là, en 2021. Là, tu sais. Et puis deux cours de la même structure, enfin de la même école ne seront pas la même chose. Mon grand frère enseigne le Jujutsu Mushin Ryu également. Tu prends nos deux cours, c'est pas du tout les mêmes en règle générale. Pourtant, les principes sont les mêmes, les valeurs sont les mêmes, mais le cours n'est pas bâti de la même façon. À la fin, nos élèves auront une forme de corps qui se ressemblera, mais ils n'auront pas la même approche forcément. Absolument. Parce que j'ai mon approche et il a la sienne. Ouais.
Et il y en a aucune qui est mauvaise, et on est tous les deux instructeurs, et voilà, Armand Vallée nous a dit à tous Comme les tu deux, il y disais a aucun tantôt, souci. tout est traditionnel. Tu sais, c'est... Parce que toutes Oui, les c'est- ou c'est rien le problème l'est. du traditionnel. C'est que ça va là, c'est ça. C'est maintenant. ça, Wow. c'est ça. Absolument. Mais la tradition, c'est l'évolution, parce que tu disais tout à l'heure, ceux qui n'ont pas su évoluer, de toute façon, on Exact. n'en entend plus parler. Mhm. Dans le zen, par exemple, aujourd'hui, quand on parle de zen, on parlait essentiellement de zen soto. Parce que les autres ont eu du mal à survivre. Alors, je suis pas expert dans le domaine, mais je pense que vous trouverez des historiens si vous êtes intéressés par ça, mais en gros, il y a eu au Japon un problème de famine, de choses comme ça, il y avait un problème, et donc ceux qui ne travaillaient pas ont été zigouillés tout simplement, les mendiants qui vivaient au crochet de la société. Et donc le Zen Soto, où il y a le Samu, où on doit aller travailler le jardin, etc., a survécu. Et là, c'est une marque, enfin, qui est pour moi, qui est quand même forte. C'est-à-dire que celui qui a su se mettre en avant en disant, bah, on va travailler, eh ben, il y a eu ce travail-là. Et c'est, pour tout, c'est pareil. Les arts martiaux, ceux qui ont su faire le passage du jutsu au do, sont restés. Ceux qui n'ont pas su, ils ont eu du mal à passer. Il y en a peut-être certains qui sont passés, et à quel prix, et comment, et quelle est la transmission qu'il y a derrière. Et ce qui est pareil pour le dos aujourd'hui, hein, on peut généraliser à beaucoup de choses. Mais c'est drôle, ça me fait penser faire un parallèle avec la protection de la langue. Là. Vous allez, c'est stretché, mais vous allez voir. Parce que, tu sais, souvent dans le débat, nous au Québec, c'est un sujet très sensible. Là, parce que c'est sûr qu'en France, quand vous êtes 60 millions à parler la même langue, on se sent pas trop menacé du fait qu'il y a des Espagnols, des Portugais, des Italiens, des Anglais autour. Mais nous, au Québec, on est grosso modo 8 millions à parler français, entouré de 300 millions d'anglophones. Donc, on est le village gaulois d'irréductibles qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. Mais la langue française québécoise, bien sûr, j'allais dire of course, a évolué. Puis est influencée par l'anglais. Puis, tu sais, ça paraît même dans notre musique. Aujourd'hui, les rappeurs québécois qui commencent à percer en France, ils percent en France parce qu'ils ont un côté américain. Puis c'est correct, parce que c'est ce qui fait la richesse de notre culture, puis de notre langue, puis de notre histoire. Puis tu sais, vouloir protéger un français pur et absolu et machin, ben c'est du rêve, c'est impossible. Parce que concrètement, en fait, historiquement même, là, les linguistes disent souvent que les gens qui parlent le plus un vieux français, parce que souvent, quand on parle avec des Français, ils disent « Ah, mais vous avez un accent. » Mais non, historiquement, les Québécois, à cause de l'évolution linguistique, on est ceux qui parlent le plus un français qui est proche du vieux français. Puis c'est les Français qui ont développé un autre parler au fil du temps. Puis ultimement, là où je veux en venir, c'est le débat au Québec, c'est souvent de dire « OK, oui, on doit protéger le français, mais faut pas non plus voir... tous les slangs et les argots, comme vous dites en France, tous les argots qui se développent, le franglais comme une menace absolue. Je pense que c'est légitime que ça existe de par le métissage qui se produit, de par l'immigration, de par plein de phénomènes, de par la proximité des États-Unis. Donc c'est comme... Mais ça reste important qu'en tant que société, on protège le fait français parce que sinon, ça va disparaître de l'Amérique du Nord, purement et simplement. Si le Québec est plus là, il en reste. Dans quelques générations, c'est terminé. En tant qu'individu, le bilinguisme est une richesse. Mm-hmm. Le trilinguisme est une richesse. Mais en tant que société, protéger ta langue maternelle ou ta langue principale, c'est faire un cadeau à l'humanité parce que la diversité linguistique est un bénéfice. Les francophones, on pense pas de la même façon. C'est prouvé, là. C'est d'un point de vue neurologique, on ne réfléchit pas de la même façon que les anglophones. Là où je reviens aux arts martiaux, c'est de dire protéger l'héritage traditionnel des arts martiaux, c'est important, mais de penser que d'empêcher les gens de s'intéresser à d'autres arts martiaux ou de faire évoluer leur propre style, ça c'est productif, mais là je pense que là on se trompe. Mm-hmm. Je pense que l'évolution est saine, l'évolution dans le respect de l'héritage. Et là j'ai utilisé le mot héritage et pas tradition, c'est voulu. Parce que pour moi l'héritage c'est pas la même chose que la tradition. La tradition c'est les vieux trucs. Tu peux pas enlever c'est la façon qu'on le faisait il y a 150 ans. Tu me suis? Tandis que l'héritage, c'est la façon qu'on le faisait, mais qui a évolué
pour s'adapter aux transformations de ses pratiquants, en fait. Tout à fait, voilà. 100% d'accord avec toi, Manu. Oui, non, mais je te rejoins à 200%. Ça peut te rassurer, en France aussi, on a peur de perdre certaines langues. Hein. Les patois, les choses comme ça. Non, il y a une vraie lutte pour le basque, pour le breton. Il y a des choses qui sont faites, des écoles, des diplômes qui sont créés pour pas que ça se perde, justement. Puis, justement, faire un lien avec une vidéo qu'on vient de publier, là, j'ai fait la critique de la bio d'IAM, puis c'est quelque chose que le groupe évoque, le fait que tous les argots et l'accent marseillais dans l'espace public français, dans les présentateurs nouvelles, dans ces choses-là, eux déploraient le fait que on gommait l'accent marseillais, on essayait de le faire disparaître au fil du temps dans l'espace public, alors que c'est une richesse, puis c'est... Et bien sûr que quand j'écoutais du rap marseillais à 16 ans, puis il y a 30-40% des expressions que je comprenais pas, là. Mais à force d'en écouter, dans le contexte, je finissais par piger, je finissais par comprendre de quoi il parlait. Puis je pense que ça s'applique à tout. Je pense que c'est ça. Tu sais, dans les arts martiaux, c'est la même chose. Il peut y avoir des styles que pour toi, quand tu les approches, tu fais me semble que ça a l'air plate ou je vois pas l'application pratique ou c'est pas fait à notre façon traditionnelle ou c'est pas dans un vrai combat, tu sais, ça revient au débat qu'on parlait dans l'épisode avec Franck, de dire tu sais, avec toutes les open forms, le débat des open forms, de dire oui, mais dans un vrai combat, un guerrier ne lancera pas son beau pour le faire tournoyer dans les airs. Et dans un vrai champ de bataille en 2020, un guerrier a une mitraillette, pas un beau. Donc, c'est... Bonne réponse. On fait pas du beau pour aller sur le champ de bataille en 2020. On fait du beau parce qu'on aime la pratique de cette arme-là. Et donc, la pratique open form est autant légitime que la pratique dite traditionnelle, dans le sens où c'est quelque chose qui vient te chercher, c'est quelque chose que t'aimes, c'est quelque chose qui t'apporte quelque chose. Puis oui, bien sûr, probablement que la pratique traditionnelle a plus d'applications martiales, et plus d'applications pratiques dans une situation d'autodéfense, of course. Je pense pas qu'il y a aucun grand pratiquant de open form qui va prétendre que une forme musicale, ben c'est de l'autodéfense. Tu sais, ça serait ridicule. Non, mais moi, où est-ce que tout le monde en est conscient. Je vais tout le temps counter ce monde-là, c'est que, tu sais, faire ce que ces gens-là font, ça te demande un entraînement, une détermination, excuse-moi, beaucoup plus élevé que faire des doubles blocs. Mais donc, faire un backflip, là, il faut que tu entraînes ton core, il faut que tu le pratiques, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Tandis que faire un double bloc, tu peux le faire debout, là. Tu sais, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Il y en a qui vont critiquer ceux qui font que du open, mais je suis comme, non, premièrement, à moins que tu sois... Je dirais pas que c'est plus difficile, je dirais que c'est une autre difficulté, par exemple. Non, c'est ça, c'est pas plus difficile. C'est pas... Tu me suis? C'est autre chose. C'est plus difficile que de rester debout, ça c'est sûr. C'est ça ce que je voulais dire, mais c'est pas plus facile que faire du karaté. Ouais. Mais il y en a qui vont aller bâcher, c'est comme, excuse-moi, tu penses-tu que le gars qui fait 3 backflips d'affilée en vrillant sur lui-même, et s'il te donne un coup de pied, il va pas être effectif son front ball kick? Voyons donc, ce gars-là, l'explosion qu'il a et tout, et quand tu vois des gens faire ça, tu te dis, à moins que ce soit une école que de compétition, ce qui est très rare, ben il y a un côté traditionnel. Donc s'il est fort comme ça en compétition, ben d'après moi, son karaté doit être drette et ça coche, tu sais. En tout cas, selon moi, là. Mais je suis 100% d'accord avec ce que tu dis. Puis chez nous, chez Zanfuki, tu le sais, on en... Oui, mais c'est quand je le vois en ligne, des fois, qui apprennent le côté... Non, ils ont des vrais coups de pied effectifs. Ben oui. Et sont capables de faire des backflips, sont capables de combiner les deux. Par contre, quelqu'un qui fait que du tricking, c'est pas vrai qu'il sait comment bien placer un coup de pied de façon efficace. Exact. Donc, est-ce qu'il est capable de faire son karaté aussi? C'est ça le bottom line de ça. T'as beau faire des backflips, t'es capable de faire un bloc. Tu sais? Sinon, tu fais du tricks. Je vais rebondir sur plusieurs choses que vous avez dites, si vous me permettez. Déjà, Jérémy, je suis 100% d'accord avec ce que tu dis, et puis toi aussi, Manuel. Du coup, c'est des athlètes hors normes, ceux qui font du karaté ou n'importe quel type d'ailleurs d'open form. Ça, c'est clair, net et précis. D'un point de vue maîtrise du corps, d'un point de vue gestion de l'espace, ça, déjà, c'est la première chose qu'on peut pas leur enlever. Ensuite, que c'est une application, que c'est une pratique martiale. Oui, c'est une pratique martiale dans le côté artistique, comme on l'a dit, voilà, qui tend vers le côté artistique. Pour ce qui est de l'application, ça va dépendre de l'entraînement qu'il y a à côté. Pour moi, une personne qui pratique ça, seulement ça ne fait pas de lui un combattant. Voilà.
Voilà. Par contre, quelqu'un qui pratique ça et qui pratique du combat à côté, ça ne peut que lui apporter des plus. Comme quelqu'un qui pratiquerait de la gymnastique, comme quelqu'un qui pratiquerait du cyclisme, comme quelqu'un... Parce que, en fait, à partir du moment où on arrive à un certain niveau quelque part, on s'enrichit de cette chose pour aller n'importe où. On apprend des principes pour aller et pour enrichir le reste. En fait, notre discipline principale, c'est ce que j'ai dit au début quand vous m'avez dit qu'est-ce que tu as pratiqué. Moi, quand j'ai été en Aikido, je savais ce que j'allais y chercher. Donc, du coup, j'allais m'en nourrir. Si je vais pratiquer du tennis avec l'idée de travailler, par exemple, mon arrêt et repartir d'un autre côté, j'ai mangé le nom, la qualité d'appui en changeant de côté, de sens, etc. Ben, je vais progresser dans les arts martiaux en travaillant là-dessus. Parce que ça va me faire changer, voilà. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Et je vous rejoins à 100%. Ensuite, je voulais rebondir sur ce que tu disais au début, Manuel. C'est-à-dire que y a des gens qui regardent ça et qui comprennent pas et du coup n'arrivent pas à apprendre. Pour moi, la bonne situation pour apprendre, ça c'est Philippe Gallet qui en parlait dans le livre qu'on a écrit dans l'e-book. Je me permets de faire un moment pub. On a fait un e-book avec 15 experts qui est gratuit complètement, des gens qui sont connus dans le monde entier. Donc voilà, c'est gratuit, c'est à télécharger sur notre site. Je pense que Manuel et Jérémy vous mettront le lien juste en dessous. Et donc Philippe Gallet en parlait, il disait faut voir chaque technique, même si c'est la millionième fois qu'on la voit, si on l'a vu des millions et des millions de fois, faut la voir comme si c'était la première fois. Et faut pas avoir de préjugés dessus. Parce qu'à partir du moment où on met un préjugé, on ne peut pas l'apprendre et la voir. Et il faut toujours voir la technique comme la première fois. Si je pars avec un a priori en me disant ça fonctionne ou ça fonctionne pas, ça marchera pas. Je vais vous prendre un exemple hyper concret qui m'est arrivé. J'ai récupéré un club quand je suis arrivé parce que j'ai déménagé, j'étais de Bordeaux, j'ai déménagé sur Paris. J'ai récupéré un club de Jiu-Jitsu Mushin Ryu et je leur montre une technique dans le temps. Et y en a un, alors Franck, si tu regardes la vidéo, parce que je sais qu'il regarde pas mal de choses que je fais, du coup, qui me fait ça marche pas. Alors Franck, pour vous le faire, il fait 2 têtes de plus que moi et puis il est taillé comme un Golgoth. Il fait elle marche pas ta technique dans le temps, là elle marche pas. Regarde, il fait la technique, ça bloque. Donc c'était un contrôle de bras. Je fais ok, bon elle marche pas. J'arrive, je passe sur autre chose. Je fais écoute, on passe sur autre chose. Il a raison, Franck, ça marche pas. Bam, on passe sur autre chose. Deuxième clé dans le temps. Il revient, il fait ah mais elle marche pas ta technique. Et là je fais vas-y attaque-moi. Et là il m'attaque. Et là je lui fais la première. Et comme il s'attendait à avoir la deuxième, eh ben il était en train de contrer pour la deuxième mentalement sans être dans un mauvais. Et ça j'en suis convaincu. Il n'était pas dans un mauvais mode où c'était, mais mentalement il bloquait déjà ce qui se passait. Donc moi elle est passée nickel vu que c'était la première que j'ai faite, qu'elle est pas du tout dans le même sens. Je fais mais je croyais qu'elle marchait pas. Et là, il me fait mais comment t'as fait? Et là je lui ai dit voilà. Et là je sais que chez lui ce jour-là il y a quelque chose qui s'est passé et voilà parce que en fait même si on n'est pas dans un mauvais mode, si on commence par se dire même en étant dans le plus grand respect en se disant ça risque de pas passer, c'est certain que ça marchera pas. Il y a même pas une opportunité que ça marche. On lui a pas laissé la place. Par contre, moi, quand j'ai dû lui faire, quand je suis passé, j'avais pas de place pour le doute, quoi. Si ma technique, elle fonctionnait pas, ben, j'aurais eu l'air con, c'est tout. Donc voilà, fallait pas qu'il y ait de place, pour moi, dans le doute dans ma technique. Une anecdote de choix pour terminer l'épisode. Merci beaucoup, Marvin. Puis, merci à toi. Merci à vous, c'était vraiment super. Super discussion, puis on va mettre les liens vers ta chaîne et tu nous enverras les liens pour les e-books. On n'en a pas parlé, j'avais ça dans ma tête, mais on mettra les liens en description. Donc, tu as publié des e-books. Peux-tu nous en parler peut-être rapidement, nous expliquer un peu c'était quoi la démarche? Du coup, en fait, la démarche, à la base, je voulais demander à 2-3 personnes d'écrire avec moi. Donc, j'ai demandé à Léo, et puis Léo, il m'a dit, mais il faut que tu vois plus grand que ça. Donc Léo Tamaki, du coup, m'a donné quelques contacts, puis après j'ai fouillé, et donc finalement on se retrouve à 15 experts. Bon, je me suis mis dans les experts parce que j'allais pas mettre 14 experts plus moi, ça faisait moche. Mais donc il y a Léo Tamaki, Lionel Froidure que vous connaissez qui est passé ici aussi, vous avez fait un très bon podcast avec lui. On a Philippe Gallet qui est responsable du Nihon Taijutsu aujourd'hui, Richard Folny qui est pratiquant de Nihon Tai, on a Richard Wieb qui a importé le Krav. Voilà, on a André Cognard, spécialiste de l'aïkido. Ça y est, j'ai mangé le nom. Aujourd'hui, ça veut pas. Les noms, ça ressort pas. Bon, André Cognard, voilà. Et par exemple, c'était vraiment, on voulait quelque chose d'hétéroclite, et chacun a donné 3 conseils pour améliorer sa pratique. Donc ça va du MMA, on a Tom Duquesnoy qui a été champion du monde de MMA. Donc voilà, jusqu'à des gens qui ont des pratiques très traditionnelles, Pierre Portocarrero par exemple. Voilà, et donc c'est des conseils qui sont adaptables pour tous, qui sont assez spécifiques pour quelqu'un qui voudrait vraiment un conseil relativement spécifique, et qui sont à la fois assez ouverts pour que par exemple vous, en pratiquant du kempo ou du karaté, vous trouviez quelque chose d'intéressant dans Jérôme Huon qui a fait de la boxe française. Ah mais c'est super, on va aller regarder ça.
Merci beaucoup, encore une fois. Merci à vous, vraiment, c'était un pur plaisir. Et puis, à charge de revanche, Oui. je pense que vous allez devoir passer sur notre chaîne. Ah, ben on va attendre Donc, l'invitation euh, quand tu veux.